Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine. Bonjour à tous et à toutes. Pour la dernière fois, je me retrouve chargé de commencer cette émission et comme le disait très justement Jules Renard, l'histoire n'est pas qu'une histoire à dormir debout. Pendant près de 30 épisodes, nous avons pris le temps de vous raconter des histoires de doctorat, de recherche, des histoires d'inégalité, d'injustice, des histoires de réussite, des histoires de rencontres, des histoires de passion, des histoires à Caen, dans les hauts fourneaux de Longwy, dans le Saint-Empire romain germanique, à Grand, des histoires au Kilimandjaro, bien entendu au Liban ou à Domrémy, des histoires qui font pleurer, qui donnent espoir, mais je l'espère, des histoires qui n'ont jamais fait dormir debout. Je suis Pierre Sartoff et pour la dernière fois, vous êtes bien dans Quoi de neuf, docteur, le dernier podcast d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Quoi de neuf, docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. Pour m'accompagner, il s'agit de celui qui a supporté mes idées pendant 2 ans et qui savait seulement répondre. On va continuer à chercher. Il n'a jamais cessé de maquiller les siennes pour que je comprenne trop tard que nous étions en direct et qu'il allait chanter Francky Vincent. Il m'a souvent dit « Oh là, je suis sous l'eau, désolé, je peux pas faire plus ». Puis le lendemain, j'ai écrit 3 articles sur les dictatures des années 60 en Espagne, en Grèce et au Portugal. Il est celui qui a cru au projet car nous écoutions tous les deux le Floodcast et qui n'a cessé de participer activement à la création de chaque émission. Il s'agit de mon co-présentateur, mais également le président de l'association Histoire d'en parler, Pierre Suer. Comment ça va, Pierre ? Pour encore quelques jours, président. Peut-être au moment de la diffusion, tu ne le seras plus. Peut-être, voilà, finalement, le temps passe. Qu'est-ce que le temps Comme les voitures, quoi, comme dirait l'autre. Ok. T'as pas la ref ? Non. Neg Marron, le bilan. On fait le bilan calmement parce que c'est la dernière séance. J'ai la ref maintenant. Eddie Mitchell. Et ça va ? Ça va. Eh ben, très bien. Tu t'es remis de ta gueule de bois du dernier épisode ? On n'en parle plus. D'accord. Notre premier invité a aussi cru dans mes idées. À l'époque, il avait des cheveux. C'est de vous dire, c'était il y a longtemps. Nous nous sommes retrouvés dans un restaurant indien rapide et efficace. J'ai présenté lors d'un long monologue l'idée de créer une association. J'ai essayé de le rassurer un max, sans mauvais jeu de mots. Il m'a répondu sans aucune question banco. Il s'agit de Maxime Vachot. Comment ça va, Maxime ? Ça va très bien, merci. C'est des réponses très courtes quand même quand je dis comment ça va. Mais... Bah oui, tu veux qu'on... Oui, ça va, on est en forme. Le soleil est revenu, on se prend plus l'orage sur la tête. On touche du bois, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais voilà. On est toujours à Épinal, toujours aux Imaginales. Et toujours le même jeu, le jeu des fun facts. Est-ce que, ok pour toi, Maxime, tu t'en souviens des règles ? Oui. Je vous pose une question, vous répondez par d'autres questions jusqu'à trouver la réponse. Première question, Il a eu un doute. Qu'est-ce que l'affaire des noix d'apéritif ? L'affaire des noix d'apéritif. C'est un épisode historique extrêmement célèbre qui se passe au XVIIe siècle. Tout à fait. Non, je sais pas. Non, mais non. T'imagines ? Non. Les noix d'apéritif. Les noix d'apéritif. Donc les petites noix, quoi, genre. D'apéritif. On est sur de la noix de cajou ou cacahuète, ouais. On est sur la noix de macadamia. Macadamia. Voilà. Ça n'a aucun intérêt pour... C'est pas historique. Si. C'est l'histoire de Macadamia qui est non, une île... Non, il n'y a pas de lien avec ça. Une île du Pacifique. C'est une affaire très politique. La Macadamia, c'est politique ? Non, l'affaire des noix d'apéritif. Ah. Est-ce que c'est genre, il y a un président ou quelque chose comme ça d'un État qui a accueilli un autre membre d'un autre pays avec un en truc lui où il était servant allergique des cacahuètes ? On est dans le genre de truc un peu de procédure un peu bête. Ah, il y a un Vous savez, ces protocoles, précis, etc. Ouais. Mais ce n'est pas avec des politiques. Ok. C'est dans une cérémonie, genre dans les Oscars. C'est pas dans une cérémonie. Il y a les noix de macadamia qui sont présentées, meilleur réalisateur, meilleur film. Ce n'est pas noix de macadamia. Non, je crois que je meuble vraiment parce que j'ai aucune idée de vers quoi on va. Bah déjà, ça va être. Je vais vous donner un indice. C'est dans un avion. Dans un avion. Dans un espace Belge, confiné. Il y a un Belge, anglais et un français qui réclame des noix de macadamia. Et donc, c'est au menu. Et du coup, il y a... Il trouvait que c'était trop classe pour l'avion. Et en fait, je vais vous donner un indice. Dans cet avion-là, il y a la vice-présidente, de Korean Air qui monte dans cet avion. Ok. Et qui va être insatisfaite de quelque chose. Du nombre de noix de macadamia. Pas tout à fait. De la taille. Pas tout à fait. Du goût. Pas tout à fait. Ah, mais oui, mais c'est pas parce que quand t'es en avion, t'as un goût qui est un peu altéré, non. En fait, avec la pression, le sachet a explosé. Vous l'avez pas. Mais du coup, est-ce que on est sur le sachet ? Elle n'était pas contente du sachet. Le sachet était en plastique. Mais est-ce que... Je vais vous donner la réponse, vous l'avez pas du tout. Eh bien, je vous la donne. Cette présidente était donc dans l'avion. Elle était mécontente d'avoir reçu des noix de macadamia dans leur sachet et non dans un bol.
Ok. Voilà. Et elle a donc pas loin. ordonné que le chef de cabine de l'avion sorte de l'avion, ce qui a provoqué un retard de 20 minutes au décollage. Voilà. Super. En vol, enfin, tu vois, genre. Et qu'est-ce que ça a provoqué Arrêtez-vous. Qu'est-ce que ça a Arrive sur le provoqué côté. derrière? C'est qu'elle a été extrêmement médiatisée, cette affaire, et elle a conduit au replacement de toute l'équipe de Korean Air. Mais Voilà. des noix de macadamia aussi ou pas? Aussi. Ok. D'accord. Voilà. Ok. Bon. Ça va vous? Ouais, c'est. On arrive à la fin du podcast, hein, les fun facts. Pas très historique, mais c'est. Enfin, C'était quoi, pas très fun aussi. Moi, je l'ai trouvé drôle quand je l'ai lu, mais en fait, à la lecture d'une lecture. Il avec était d'autres quelle gens- heure quand tu l'as lu? Bon, bah, pas si tard. Mais c'était la 7ème que Non, je devais trouver. mais c'est insolite. C'est insolite, effectivement. Que... Non, ce qui est marrant, c'est qu'à là-bas, voilà. Chez Pas nous, de en France, ça procédure. pose pas de problème de faire pire. Là-bas, ça conduit à un. Voilà. Quoi de neuf, docteur, présenté par Pierre Sertoff. Alors, vous l'aurez compris, Maxime est fondateur de l'association Histoire d'en parler. Pierre en est le président. Et ma question, c'était, c'est quoi votre meilleur souvenir chez Histoire d'en parler? J'ai l'impression d'être un peu Michel Drucker. Michel Drucker. C'est quoi, Psychanalyste. C'est pas votre meilleur. c'est quoi votre meilleur souvenir? Merci. Moi, je pense que c'est. Augustin Traquenard. Oh. C'est quoi un souvenir pour vous? C'est quoi? Ça veut dire quoi? Vas-y, je t'en prie. Bah, moi, je pense que c'est la première conférence qu'on a organisée. C'était sur les protestantismes. C'était. Sur les protestantismes. Donc, parce qu'il y en avait plusieurs. Exactement. Ah, je suis pas spécialiste du sujet pour expliquer pourquoi, mais effectivement. Et en fait, c'était un peu l'accomplissement de ce qu'on avait, ce que Pierre surtout avait pensé et qu'on avait réussi à mettre en place petit à petit. Et... Ouais, c'était une belle réussite. Hein. Toi, Pierre, c'était quoi Il y ton avait trop de meilleur café. souvenir? On avait genre fait 20 litres de café. Si je pense à un événement, c'est peut-être la zone d'intérêt, le ciné-débat qu'on avait fait. Parce que c'était sur les nazis. C'était sur les nazis. Et c'était un ciné-débat qu'on avait fait au Caméo et c'était une demande de la part de la ville de Nancy aussi, dans une programmation qui était L'autre, l'étranger 1942-1962. Et l'idée, c'était effectivement de présenter ce film qui, bon, bah, ça allait être un carton, la zone d'intérêt de Jonathan Glazer. Et on a fait 300 Mais c'était un personnes. film en carton. du coup. C'est un film en carton, Ah. en carton-pâte, tout ça, les décors. impressionnant. Et sur la zone d'intérêt, donc sur le camp de Auschwitz. Et en fait, on suit les nazis. Et c'est ça qui est très paradoxal, c'est que ce sont des gens. Et on les suit. Et donc en fait, l'événement était extrêmement intéressant. Ça a vraiment plu, ça a marqué les gens. Et bah moi je me disais bon moi je vais présenter l'association, je vais faire des blagues comme d'habitude. Et puis là je me suis dit bon, je vais peut-être pas faire des blagues là-dessus. C'est pas, ouais. Et pas le bon moment. pas l'ambiance quoi. Non mais en vrai c'était extrêmement impressionnant avec Pascal Zachary qui est formateur au mémorial de la Shoah et ça met des perspectives qui sont très intéressantes. Donc c'était peut-être l'événement je pense qui avait le plus de gueule. Après on a fait concert aussi à Vieux-Ménil, c'était très chouette. On a eu plein d'idées en fait au fur et à mesure de ces quasiment 10 ans d'aventure, 9 ans. 9 ans, ouais. C'est beau, qu'est-ce que tu dis? Ben voilà. Moi, c'est celui qui m'a le plus marqué, c'était... Donc, je réponds pas à la question, mais comme c'est moi qui les pose. Oui, si tu veux. Mais alors Pierre, quel est l'événement qui t'a le plus marqué? Ah ouais, très bonne question. Merci. Moi, c'était la semaine de Berlin. En fait, on s'était dit, on va être sur les 30 ans de la chute du mur de Berlin. On est en 2019. Nous avons donc 1 an et demi d'existence. Faisons 3 événements la même semaine. Mais le premier, un ciné-débat, donc on savait que ça allait le faire. Le deuxième, café-débat, 20 personnes. On savait Facile. que ça allait le faire. Avec Gilles Marseille en plus, donc forcément avec quelqu'un qui est autant charismatique, ça peut que plaire. Et on s'est dit, louons la salle Eurographe qui fait 300 places. Ça va le faire. Ça va le faire, ce que 500 €, faut juste employer un agent de la sécurité. Après, la location était une réussite. La location. La location. C'est bien. Et il y a eu personne. Mais il y a eu aussi en parallèle quand même une expo qu'on a fait au centre universitaire européen, au centre européen universitaire, je sais jamais l'ordre. Et il y a eu personne. Il fallait vendre des cadres, Ouais. et on en a vendu. Moi, j'en ai pas acheté. Zéro. Moi j'en ai acheté, mais je l'ai offert à des gens. Donc ça a été un peu l'échec, mais en même temps c'était formateur dans le Ah, c'était côté. très Et formateur. est-ce qu'on va jusqu'au bout de l'échec ou pas? C'est-à-dire C'est-à-dire les bretzels. Je pense que Alors, c'est maintenant qu'il faut en parler. pas Et la que les fleur sur le. bretzels. Ouais. Et ce fameux jus de pomme pétillant dégueulasse, Bah, c'est super bon. qu'on a eu un Mais- mal fou à chercher en plus. Mais 4000 litres, c'est un peu beaucoup. On avait acheté 120 bretzels. Et 4000 litres de bretzel aussi. 4000 Non, il y en avait 120, on en a vendu 10. Voilà. Ça a été un échec, mais c'est formateur parce que tu oui, te dis bon bah ok, ouais. la dimension de l'association c'est ça, on peut pas faire ça pour l'instant. C'est en il se casse faut sur la gueule qu'on apprend à marcher. Ouais, c'est ça. C'est tout à Et fait. c'est en sciant que Léonard de Vinci. Oh. Et ouais, Extraordinaire. ouais, je sais pas comment rebondir. Qu'est-ce que ça vous a apporté, histoire d'en parler, Alain?
Mais je dirais que c'est avant tout des rencontres. Avec des gens qui, à un moment, ont tendu la main. Est-ce que Edouard Baird, c'est pas un peu cancel? C'est un peu cancel. Ça commence à... Mais en fait, quand tu regardes Qui n'est pas Mission cancel? Mission Cléopâtre, c'est chaud. Hein. Bah pourquoi? Bah, t'en as quand même pas Bah, mal. t'as Dieudonné. T'as Depardieu, t'as Darmon, t'as Edouard Baird. Bon, Jamel, non, mais pour il a qu'une l'instant... lampe. Oui, pour l'instant. Il fait aucun lien. Bah non. Et du coup, il peut pas cancel, il peut pas fermer la porte. Exactement. Non, mais pour revenir à la question, c'était... Vous pouvez peut-être la question. Qu'est-ce que ça nous a apporté, histoire d'en parler? Tu penses, tu vois, c'est aussi un peu concrétiser une ambition. Je pense que toi, c'est ce que tu as vécu. C'est beau ce qu'il dit. Mais que on a l'idée de tiens, il faut rendre accessible l'histoire et la géographie. Mais en fait, concrètement, ce que ça veut dire, comment on le développe, dans quel territoire, pourquoi, quel sens ça a? Est-ce qu'il faut qu'on ait des succursales dans toute la France? Est-ce que c'est nécessaire? Pas forcément, mais c'est aussi que ce soit un engagement associatif, bénévole, que ça fasse plaisir et pas qu'on se professionnalise. Et c'est pour ça, moi, des fois, il y a des moments où on se disait, bah tiens, là, on embaucherait bien des salariés, on ferait bien des... Ouais, mais faut que ça soit un plaisir avant tout. Faut pas qu'on se lance dans une aventure qui nous consume parce que c'est notre travail, quoi. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai toujours essayé de garder ce côté plaisir avant tout. Et t'as pas du tout répondu à la question, donc qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah, ça m'a apporté du plaisir. Ah, d'accord. Et de l'ambition. Et de réaliser ses ambitions. Et toi, Maxime, et qu'est-ce que ça t'a apporté? Bah moi, je À part des livres de poche. Oh, c'est vrai. Ouais, je crois que je l'ai encore en plus. C'était un Hemingway. Tu connais cette histoire des livres de poche? Non. Bah voilà, ça m'a apporté un livre de poche. À l'époque, on avait un bénévole qui faisait partie du bureau, qu'on va pas citer aujourd'hui. Mais on l'embrasse, s'il nous regarde, s'il nous écoute. S'il nous écoute. Parce que s'il nous regarde, c'est qu'il est derrière nous. Il est derrière nous, il est là. Et du coup, il avait dit, pour l'AG, on va faire un petit cadeau aux bénévoles. Et on avait dit, on n'a pas de budget à l'époque. On avait, je sais pas. On avait 30 balles. Ouais, 300 € de budget à l'année. Et il avait dit, bah écoutez, avec 20 €, on avait 20 bénévoles ou 40 bénévoles. Je vais me débrouiller, etc. Il avait acheté que des livres de poche à 2 balles contre vol du livre. Ce qui était sympa dans l'idée. Ouais. Mais t'avais une chance de tomber sur une merde, quoi. Oui. Ouais. C'est-à-dire que tu pouvais avoir Hemingway ou Buis fait du Smarties. Voilà. Quoi? Je connais pas cet épisode de Oui Oui. Fait du Smarties. Fait du Smarties, ça n'a aucun sens. Écoutez, je suis fatigué, je sais pas, on est à 3 heures d'enregistrement. Comment ça, Oui Oui fait du Smarties? Donc là, il est en train de fact-checker. Bah non, c'est pas canon cet épisode, je connais. Et pas. du coup, voilà. Donc qu'est-ce que ça t'a apporté? Eh ben moi je rebondissais sur le plaisir aussi parce que c'était des bons moments pour le plaisir. Pour le plaisir, on a bien rigolé en construisant des trucs, c'était cool et c'est ce que j'en retiens, du plaisir dans le travail. Moi ça m'a appris à la démerde, c'est-à-dire que vraiment on a commencé, j'en parlais je sais plus avec qui, je crois que c'était avec un de mes collègues. Au début on n'avait pas de budget, c'était la MGL qui faisait nos impressions et je crois que ça coûtait un événement coûtait 10 balles quoi. Et je sais pas où étaient les 10 balles, c'était Et on arrivait à faire des événements qui faisaient ça a fonctionné. Plusieurs centaines de personnes. Donc c'était vraiment le côté un peu Mike Gallagher du bénévolat. C'est vrai. Quoi de neuf, docteur? Sur RCF en Lorraine. Pour l'avant-dernière fois, on te propose dans ce podcast un jeu. Pierre a une boîte à jeux. À la base, les gens devaient piocher, mais finalement, je les ai choisis pour la personne. J'ai un jeu qui est deviner qui est la personne derrière cette biographie Tinder. Donc j'ai composé des petites biographies. Il faut retrouver qui est la personne en question. Ok. C'est tout simple. Je fais la description et puis vous me retrouvez quelle est la personne. Vous pouvez tous les deux jouer. Ça marche. Pierre n'a pas les réponses non plus. Cherche partenaire pour un bon repas avec 12 copains. Pierre Tousneau. Je peux ramener du vin et du pain. Je suis du genre fils à papa, mais avec moi pas de scène, pas de ghosting. Je ressuscite les conversations. Jésus est une bonne réponse. Pierre Tousneau s'il y avait un micro-ondes à ramener. Deuxième proposition. À la recherche de la meilleure pasta, j'ai voyagé jusqu'en Chine, mais je n'ai pas encore parcouru ton corps. Bien vu. Il est chaud, hein. Il est chaud. Il est chaud. Joue de la lyre, organise des fêtes légendaires, un peu trop. J'aime les nuits chaudes, emoji flamme. Il joue de la lyre. Est-ce que vous avez la ref? Pas du tout. Les nuits chaudes. C'est un dieu romain, hein. C'est pas un dieu. Enfin, c'est un empereur. Thierry qui aime les nuits chaudes avec l'emoji flamme. Thierry Adam. Néron qui va mettre. Oh. Bien vu. J'imprime des livres, mais je veux graver ton nom dans mon histoire. Gutenberg. C'est solide. J'ai construit un mur, mais pas autour de mon cœur. Fan de voyage, cherche à bâtir une belle relation. Staline. Ça pourrait. Adrien. Adrien, le mur d'Adrien. Adrien, avec un H.
Divorcé 6 fois mais toujours optimiste, cherche une 7e chance pour monter au 7e ciel. Henri VIII. Henri VIII est une bonne réponse. J'ai inventé le paratonnerre et pourtant je suis à la recherche du coup de foudre. Ouais. Thomas. Edison. Et Edison. non, le paratonnerre. C'est la tortue. Ninja. Tortue géniale. La tortue La tortue américaine. de mer. Roosevelt. C'est Benjamin Franklin. Franklin. Ah, la tortue. J'ai converti un empire, convertis-moi à l'amour, crois en nous. Constantin. Constantin, c'est une bonne réponse. Chips. 32 ans, conquérant du monde, mais toujours à la recherche de la perle rare qui supportera ma soif d'aventure. Emoji cheval, emoji L. Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, c'est une bonne réponse. Là, je pense que vous n'avez pas forcément le nom, mais j'ai inventé l'algèbre, mais je préfère les équations du genre toi plus moi égale cœur. Grégoire. Grégoire. Et tout de suite, C'est on une écoute bonne réponse. Grégoire. De Grégoire Boissonneau. On salue évidemment Grégoire Boissonneau. C'est ça la réponse. Non, c'est pas ça. Ça aurait été- Non, c'est Al-Khwarizmi qui est l'inventeur des algèbres et de l'algorithme. Si vous voulez, j'ai inventé les algorithmes, je préfère les programmes du genre toi, inclus-moi, quoi, tu vois. Genre. Je suis venu, j'ai vu et bientôt j'aurai vaincu. En deux mots. Jules César. J'aurai bientôt vaincu. 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 C'est Tinder, hein, on recherche plutôt, je suis pas habitué plutôt du sexe rapide, quoi. Laissons les mains invisibles de l'amour nous faire marcher. Adam Patrick Smith. Bruel. Adam Smith. Très très bien. Adam Smith, c'est une bonne réponse. J'ai découvert l'Amérique, mais je veux découvrir bien plus avec toi. Emoji bateau. Christophe Colomb. Christophe Colomb. Tu connais les short kings. Moi, je serai ton short empereur. Petit par la taille, mais grand par l'ambition. Napoléon. On est d'accord. Et pourtant, elle tourne. Surtout ma tête depuis que je t'ai vu. Et pourtant, elle tourne. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane est une bonne réponse. C'est pas du tout historique. Bah, elle tourne. Non, et pourtant, Ouais, elle tourne. C'est La balle. Mhm. la Nadal. planète. La planète. Nadal. Raphaël Nadal. Non, c'est Galilée, donc. Eureka. J'ai trouvé, tu es la Einstein. formule parfaite. Non. C'est L'autre. Celui qui plonge. Oui. Archibald. Non. On est bien. On est bien, c'est donc Comment il s'appelle, Archibald. C'est Archimède. Archimède, c'est validé. Proposition suivante. La terreur, seulement pour mes ennemis. Robespierre. Pour toi, ce sera la tendresse. Je le fais avec une voix un peu... je pose des questions existentielles, mais la seule qui m'intéresse vraiment, on fait quoi ce soir? Ça peut être n'importe quel philosophe existentialiste. Sartre. Jean-Paul Sartre, par exemple. Voilà. Qui aurait utilisé Tinder aujourd'hui. s'il avait Par pu. exemple. Si tu veux perpétuer l'espèce, il serait naturel de me sélectionner. Darwin. Charles Darwin est une bonne réponse. Père de la nation américaine, et peut-être bientôt père de tes enfants. Emoji aigle. Donc emoji aigle. Roosevelt. Le père de la nation américaine. Théodore Roosevelt. Non, Le père de Lincoln. Roosevelt. Encore plus fondateur des États-Unis, quoi. Enfin, genre... Le roi d'Angleterre. Non, non. George Washington. George Washington. Je le dis avec gravité, tu m'inspires bien plus qu'une pomme. Newton. Isaac Newton est une bonne réponse. Je peux analyser tes rêves ou les réaliser. Freud. Freud est une bonne réponse. Je t'apprends l'art de la guerre si tu m'apprends l'art de l'amour. Comment il s'appelle? C'est un nom. Oui. Ouais. Oui, on l'a. Et non. Ting. Sun. Non. Non, Sun Tzu. L'art de la guerre. Sun Tzu. Sinon, Clausewitz aussi, éventuellement. Prête pour une soirée du feu de Dieu. Là où je passe, l'herbe ne repousse plus. Attila. Attila. Attila est une bonne réponse. Je pense, donc je t'aime. Je pense donc je suis. C'est. Pascal. Non. Non. C'est l'autre. Descartes. Descartes, c'est validé. J'ai fait un glissement. Je pensais que j'ai fait un molar gigantesque. Être ou ne pas être avec toi ce soir? Telle est la question. Pascal. Non. Shakespeare. Shakespeare. Rien ne se perd, rien ne se crée, Pascal. sauf notre amour. Lamartine. Non. Non, Lavoisier. Lavoisier est une bonne La voisine. réponse. Lavoisier. Chrono. Emoji couronne, emoji cœur, emoji lion. Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Lion est une bonne réponse. Voilà. Donc c'était mes petites biographies Tinder. C'était fun. C'était fun. C'était pas fact. toujours fact, mais.
Quoi de neuf docteur, en partenariat avec Histoire d'en parler, association d'éducation populaire. On sait que t'aimes bien les débats, Maxime, parce que c'est ton prénom. Et nous avons une boîte ici à débat. On te laisse piocher un sujet et on va en débattre. Ok. Voilà. Si le sujet te parle pas, étant donné qu'il nous reste beaucoup de sujets et qu'il n'y a que les bénévoles d'Histoire d'en parler 88, C'est littéralement une boîte. Hein, c'est littéralement une boîte jaune. Le capitalisme est-il né du colonialisme ? Ça, c'est un sujet proposé par Pierre, donc je vais le laisser introduire. Je sais pas, est-ce que on n'est pas l'ordre... comment dire ? Les rapports de force actuels, les rapports de force actuels sont issus d'un déséquilibre qui tire son origine dans la colonisation, dans le fait qu'on va exploiter les ressources, les peuples, etc. Est-ce que le capitalisme naît du colonialisme ? Est-ce que on est forcément héritier de cette histoire ? Et est-ce que regarder l'histoire coloniale sans regarder le capitalisme, c'est pas un peu se voiler les yeux, quoi ? Voilà, bim. Oui. J'aurais tendance à dire ouais. Effectivement. Oui. En fait, c'est ce qui est complexe, c'est de savoir ce qu'on entend par capitalisme. Et ce qu'on entend par colonialisme, finalement. Aussi, mais le capitalisme du début du colonialisme n'est pas le capitalisme qu'on a aujourd'hui, donc c'est avoir aussi ça en tête. Parce que dans le capitalisme à la base, Adam Smith, il y a tout un relais sur la liberté et la liberté des peuples. Oui. Mais est-ce que le capitalisme actuel n'est pas une nouvelle forme de colonialisme ? Une extension du colonialisme avec des nouvelles manières de... Sauf que... on pense à tout ce qui est importé, qui vient de l'autre bout du monde, etc. Est-ce que c'est pas une forme de colonialisme d'aller chercher de la main-d'œuvre peu chère et de ramener des produits et des ressources, etc. De piller des ressources, etc. Donc, mais est-ce que c'est pas le même terme ? Est-ce que l'anticapitalisme n'est pas une forme de colonialisme ? L'anticapitalisme ? Bah ouais, puisqu'on n'a pas envie que les pays se développent au final. Parce que peut-être qu'il faut se développer par le capitalisme. Parce que c'est vrai qu'on ne dit pas assez que pendant la colonisation, il y a eu des routes. C'est vrai. C'est ça. Et des écoles. Et des écoles. Et des dispensaires. Je vous propose que je tire un autre sujet. Vas-y. C'était bien. J'aime bien les petites controverses comme ça. Il y en a peut-être plusieurs sur la colonisation après. Alors, toujours, colonisation. Est-ce qu'on doit restituer les œuvres d'art et artefacts pillés pendant la colonisation ? Vraiment, les auditeurs vont se dire qu'on parle beaucoup de colonisation aujourd'hui parce que c'est au moins le 3e ou 4e sujet dessus. Mais en même temps, je pense que quand on parle controverse, tu vois, c'est la colonisation, c'est un truc qui est pas réglé, quoi. Enfin, tu vois, il y a des sujets qui sont moins chauds. Là, c'est pas réglé, tu vois, la colonisation. Et donc, est-ce qu'il faut restituer les œuvres d'art ? Est-ce qu'il faut vider les musées ? Est-ce qu'il faut brûler les musées, comme dirait l'exposition temporaire au musée de l'école musée des Beaux-Arts de Nancy ? Ça peut être une chose. Alors après, effectivement, s'il y a œuvres pillées, ça veut dire que c'est pas des œuvres locales, entre guillemets. Après, il faut aussi qu'il y ait le moyen de les exposer dans les pays d'origine, parce que sinon c'est un peu dommage pour les œuvres en question. Mais oui, effectivement, je pense que les restituer et qu'on les loue en disant on aimerait bien faire une exposition sur vous. Et il y a aussi une ouverture en se disant il faut pas que les musées soient uniquement représentatifs de l'art de tel endroit, il faut une ouverture sur le monde. C'est pour ça que oui, ça pose quand même les questions de comment on a eu les collections dans les musées. Exactement. C'est pas mal problématique. Une troisième question problématique. Ouais, la dernière, qui est une vraie question intéressante. Alors que les autres étaient nuls. C'était pas intéressant. Je lève les yeux. Comment ça va ? Vraie question intéressante. Est-ce que Arsenal a bien joué hier ? J'ai regardé les 30 dernières minutes, non. Mais Paris non plus, c'était nul. Paris était au-dessus puisqu'ils ont gagné. Ouais, non, ils ont gagné au tir au but. Non, c'était nul. Les gars, ils attendaient d'être dans les buts pour tirer. On ne parle plus du match. Match ? On a quelque chose de plus important. L'histoire, la Coupe du Monde. Justement, l'histoire est-elle écrite par les vainqueurs ? Là, l'histoire est écrite par les vainqueurs, tu vois. Si Arsenal avait gagné, évidemment, l'histoire aurait été très différente. C'est la victoire du pragmatisme, c'est le succès, le triomphe de ceux qui ont utilisé les bonnes armes pour défaire l'armada invincible du PSG, en fait, tu vois, c'est ça, c'est l'issue finale va être déterminée quand même par les vainqueurs. Ouais, mais là, si on revient sur l'histoire, est-ce que c'est le cas ? En tout cas, l'histoire qu'on retient, nous... Est-ce que toi, dans tes sujets de recherche, t'avais des thèses des deux parties, quoi ? Eh bien, pas forcément. Si, remarque, si. Quand j'ai travaillé sur... donc moi, je travaillais sur la mise en place d'un évêché, notamment en Lorraine, avant l'évêché de Nancy, donc dans les années 1710-1715. Et à un moment, il y a un Gus qui va à Rome,
pardon, c'est Jean-Claude Sommier. Le fameux. Le fameux. Il va négocier avec la papauté pour avoir un évêché. Et du coup, il l'a pas eu. Donc c'est le point de vue du perdant. Mais après, il y avait aussi beaucoup de... pas de la rancœur, mais de la déception dans ses propos, etc. Donc c'est forcément orienté comme pourrait l'être le discours d'un vainqueur. Parce qu'au final, si on prend 1870, t'as beaucoup de sources françaises qui donc ont montré aussi l'historiographie, enfin la manière d'étudier une défaite. Et puis oui, en fait, les défaites, si les gens ne meurent pas, ça reste, ça produit des sources, ça produit de l'information. Tu vois, en fait, par exemple, cette question, c'est les civilisations précolombiennes. Tu vois, en fait, on les connaît pas par leurs textes, par leurs sources, parce qu'elles ont disparu, parce qu'elles ont été détruites, etc. Du coup, elle s'est écrite par les vainqueurs, parce que les Espagnols, les Portugais, ils vont dominer de fait le récit qui existe en Europe. Et en fait, tu vois, cette question, ça dépend de l'échelle. Effectivement, en fait, on a quand même l'archéologie. Quand on a la question de, en fait, c'était quoi ces civilisations sans regarder le côté colonial, et en fait, on arrive à découvrir c'est le regard, c'est la question qu'on pose qui permet d'avoir une autre approche sur l'histoire, quoi. Donc c'est le questionnement qui induit la réflexion sur l'histoire et pas l'inverse. Et est-ce que tu penses que actuellement on fait de l'histoire des perdants grâce à l'archéologie et que du coup ça remet un petit peu que ce sont des sources qui sont qui n'ont pas la même légitimité, et du coup tu passes par une autre légitimité. Et aujourd'hui, on a quand même cette confrontation aussi de points de vue. On dit, eux, ils avaient cette vision-là de tel événement. Eux, ils avaient telle vision. Par exemple, je pense à la guerre de 100 ans. On a les Anglais, les Français. Les Français, ils sont divisés entre les Armagnacs et les Bourguignons. Et du coup, tu as une représentation, une histoire des représentations. Ça, c'est assez important de se dire, pour eux, Jeanne d'Arc, c'est la méchante. Et c'est logique parce que c'est celle qui fait que les Anglais perdent. Ceux qui, tu vois, du coup, tu inverses la perspective. Et effectivement, si les Anglais perdent la guerre de 100 ans à la fin, t'as quand même une vision qui est construite par ces représentations importantes, quoi. Ouais, mais du coup, pour rebondir là-dessus, est-ce que je peux ? Je suis rebondi. Est-ce que c'est... Parce que du coup, c'est un sujet qui est européen et on est européen. Et est-ce que du coup, l'histoire des perdants, on la connaît pas quand c'est pas des perdants européens ou occidentaux aussi ? Est-ce que c'est pas un peu... J'étais en train de réfléchir précisément à cette question il y a 2 minutes. Et pour le coup, moi j'ai beaucoup travaillé sur les perdants dans mon sujet de thèse qui était plutôt les Arabes. Et en fait aujourd'hui c'est très bien documenté la défaite des Arabes. Et même si tu prends et documenté par des historiens irakiens, syriens, etc. sur ces batailles-là. Après la question c'est comment est-ce qu'on va mettre en avant les différents courants historiographiques. Et c'est ce qu'on parlait ce matin avec Bruno Dumézil. Mais t'as des courants historiographiques par pays, et tout l'enjeu de l'historien, c'est de pouvoir les rassembler et d'avoir une vérité au milieu, quoi. Mais pour moi, je pense pas qu'il y ait pas d'historien précolombien ou autre, quoi. Quoi de neuf, docteur, sur RCF en Lorraine? J'avais une dernière question à te poser, puisque avant d'être un formidable cycliste et réparateur, tu es aussi un grand historien. C'est quoi pour toi l'événement historique le plus important dans l'histoire? Dans l'histoire? Ouais, qui mériterait un petit coup de flash. Tour de France 1903. Exactement. On n'en parle pas assez. La défaite de Thibaut Pinot. La défaite de Thibaut Pinot en 2019. On l'a demandé à tout le monde et tout le monde a été un peu bugué quand même. Sur les fesses, ouais. Un événement historique à remettre en avant. Où on n'en parle pas assez, tu vois, où tu te dis, tiens, par exemple, je sais pas, toi, ta période, c'est 17e, 18e. C'est une période, je trouve, qu'on connaît assez peu, à part Louis XIV qui écrase un peu tout, tu vois. Ouais. Et il y a un truc de, je sais pas, la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans, pourquoi pas, mais j'ai réfléchi à plutôt quelque chose de plus ancien. Alors après, peut-être parce que je connais bien cette période dont tu parles, et que, voilà. La chute de l'Empire romain. Voilà. Ok. Ouais. On renvoie vers Bruno Dumézil. Ouais. T'as la même date. C'est vrai, ouais. Bruno Dumézil. Et du coup, tu la mettrais en quelle date? C'est un processus. Ouais, ça fait une paire d'années que j'ai fait de l'histoire antique. 5e siècle. Ok. Voilà. 450, 480. C'est le débat. Non, mais parce qu'en fait, ce que disait Bruno Dumézil, c'est que c'est complexe à dater et à quantifier même. Mais effectivement, je pense qu'on a beaucoup en tête la chute de Constantinople, mais la chute de Rome, moins.
Et ouais, moi je dirais la guerre de 30 ans. Je pense qu'on en parle vraiment pas assez et je mettrais beaucoup plus en avant côté guerre européenne. C'est peut-être parce que je joue beaucoup à Europa Universalis en ce moment. T'as vu le nouveau? Ouais. J'ai vu le nouveau, là je joue au 4 actuellement. Mais je trouve qu'à l'échelle nationale, je dis bien nationale, on parle pas assez aussi de la bataille de Nancy, de la disparition de Charles le Téméraire. Pas faux. Ouais. Et la dernière fois, je me suis pris la tête avec mes collègues bretons qui pensent avoir une histoire plus importante. Et je pense que par exemple, l'histoire de la Lorraine, pour revenir sur la guerre de 30 ans, sur tout ça, je pense que l'histoire de la Lorraine est en effet individuellement moins intéressante que l'histoire de la Bretagne. Mais l'histoire de la Lorraine a une influence beaucoup plus forte sur l'Europe qu'a pu l'avoir l'histoire de la Bretagne. C'est une histoire européenne. Ouais, de la Bretagne, je parle bretelle française. Oui. On ne connaît pas forcément beaucoup l'histoire de Lorraine aussi parce que les événements qui sont passés, c'était pas dans le royaume de France et du coup c'est pas canon dans l'histoire de France, qu'on va dire. C'est un spin-off. C'est un spin-off, ouais, c'est ça. Donc est-ce que y a ça aussi qui fait que les Français en dehors de Lorraine connaissent moins Dans la culture, de manière générale, t'as peu de représentation de l'histoire régionale. Ou alors c'est une histoire très folklorique, très marquée dans un contexte comme les Bretons effectivement, mais dans l'histoire un peu savante et à l'intersection avec l'histoire populaire, c'est rare. Et justement ça existe avec les Imaginales, c'est la bulle de l'histoire qui est juste à côté de nous, où il y a des auteurs qui vont imaginer un peu, des autrices qui imaginent de la fiction, de l'histoire régionale. C'est ça aussi qui permet de rendre accessible, parce que produire des livres sur la guerre des paysans en 1525, c'est très important. Mais il faut qu'il y ait une fiction qui s'en empare. On se dise, mais pourquoi c'était une révolution politique, culturelle, économique, sociale à cette époque, quoi. Donc, tu vois, il faut qu'il y ait un mouvement qui s'en empare d'un point de vue culturel, quoi. Merci Maxime d'être venu jusqu'à nous. J'avais noté que tu venais jusqu'à nous en vélo. Au final, non. Météo oblige. Du coup, bon retour à Nancy. À bientôt. J'annonce l'avant-dernière musique. Je ne pouvais finir cette émission sans annoncer cette chanson. Beaucoup de nos historiens sont profs, je leur dédicace donc cette chanson des Fatal Picard qui s'appelle La sécurité de l'emploi. Ils sont marrants, cette année, c'est difficile de deviner dès la rentrée. Lequel se fera arrêter pour les scouts qui leur a piqué, lequel sera incarcéré pour avoir trop dit. Et moi en bon prof, je suis préparé. Un peu de maths et de français, du kickboxing, du karaté. Tant pis pour la géographie, ceux qui connaissent de l'Italie, c'est juste vaguement les spaghettis et Rocco Siffredi. Au programme de cette année, en français faudrait arriver à lire tout un livre en entier. Mais même d'Ambrand et Marc Lévy, y'a plus de 100 mots de vocabulaire. On sera toujours à lire la préface même après l'hiver. Et mon voisin me voyant me dira bande de feignants. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est de bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un facteur. Et dire que je paye tous vos congés. Et puis vous êtes même pas bronzés, sans copie à corriger. 2-3 Prozac, 8 cafés. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Tu aux lunettes, c'est mon surdoué. Il sait écrire son nom sans faute, il sait compter. Waouh, bah c'est pas mal pour un troisième, il faut savoir s'en contenter. C'est clair qu'un intello pareil, il va se faire raqueter. 35 élèves, cette année, je leur ai demandé ce qu'ils voulaient faire comme métier. J'ai dit Zidane, 15 Amel, Bête et 9 Booba. Un original qui veut faire vigiler avocat. Il a dû voir chez Courbet c'était pas mal d'être avocat si jamais t'allais en prison. Ils croient qu'ils auront leur brevet en regardant l'île de la tentation. Merci pour tout ce que fait pour eux la télévision. Et mon voisin le même qui hier me dira bande de fonctionnaires. Alors vous êtes déjà rentrés, vous savez pas ce que c'est bosser. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez moins qu'un contrôleur. Et dire que je paye pour mon gamin, il a redoublé son CE1. Vite les bulletins à remplir, 2-3 Prozac et 8 Kir. Mais je l'entends quand même dire d'en bas. Je compte même pas la sécurité de l'emploi. Les directives du ministère nous imposent faire des réunions plus régulières. On en fait même pour planifier les prochaines réunions, pour décider de ce qu'on peut donner sans risque comme sanction. Fini les notes, de temps en temps faut juste leur envoyer des SMS d'encouragement. L'évaluation c'est pas toi qui l'as fait, eux ils disent si t'es cool. Je préfère encore qu'ils me donnent des notes plutôt que des coups de boule. Impossible de les faire redoubler. Les pauvres chéris, faut surtout pas les perturber. Les programmes, faut les simplifier, y a trop de leçons, ça les assomme. Ils ont même proposé de donner le bac avec la prochaine PlayStation. Et mon voisin, vous le connaissez, me dira bande de surpayés. Vous foutez rien de la journée, vous devez pas être fatigué. Avec vos semaines de 20 heures, vous bossez bien moins qu'un chômeur. Et puis pas de chef et pas de rendement, c'est pas pour ce que vous faites vraiment. Les parents à rencontrer, 2-3 Prozac, 8 grands marniers. Et vu leur investissement, l'année prochaine ira pas en s'arrangeant. Faudrait peut-être songer à les adopter, venir les lever le matin, le soir les coucher, et peut-être dormir à leur place pour qu'ils restent éveillés en
en classe. La prof de gym n'est pas venue, s'est fait agresser dans la rue. Mais bon, il avait averti, ils veulent pas de sport avant midi. Ils peuvent genre pas fumer en classe et ça déjà c'est dégueulasse. Entre chaque tour une bière, un joint, c'est quand même pas des gros besoins. Cette fois-ci c'est décidé, mes gosses iront dans le privé. J'ai beau regarder à deux fois, je la vois pas tant que ça, la sécurité de l'emploi. Quoi de neuf, docteur? L'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Et bien, par un étrange jeu de la téléportation, on se retrouve en studio avec Pierre et Antoine. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien. Ça fait du bien d'être à l'abri, parce qu'on s'est pris quand même des grosses averses et tout ça, et là on est bien. On est mieux au sec, c'est ce que j'allais dire. C'est ça. On est au sec, c'est tranquille. Est-ce que t'es content de notre enregistrement à Épinal? Ouais, carrément. Il y a eu plein de choses. Enfin, c'était extrêmement riche. C'est très chouette. Et pas parfait. Pour cette soutenance, pour la finir, j'ai souhaité qu'on se retrouve tous les deux en studio avec Antoine pour nous accompagner. Et globalement, on va improviser, si c'est OK pour toi. Allez. Et je te propose tout de suite un fun fact. Vas-y. J'en ai 4 possibles. Donne-moi un chiffre entre 1 et 4. Eh bien, ce sera 3. Quel est l'État ayant la plus ancienne république au monde? La Corse? Non, parce que c'est plus ancien. Oui, puis il n'y a pas de république en fait. Qui est encore aujourd'hui à jour. Qui est encore aujourd'hui en... Ce qui n'est pas le cas de la République de Corse. Bah, finalement, est-ce que l'autonomie corse... la plus ancienne république, c'est au Moyen-Âge. Alors, j'ai pas la date, je te demande le pays. Le pays, puisque t'as des républiques italiennes, t'as des communes... On est en effet en Italie. En Italie. Est-ce que ça existe encore? C'est Saint-Marin? Eh oui, c'est la bonne réponse. Tout à fait. L'État de Saint-Marin est considéré comme la plus ancienne république du monde. Ouais, c'est au Moyen-Âge. Enfin, il me semble que c'est les années 1200, quelque chose comme ça. Mais alors, vous qui êtes chez vous, vous pouvez essayer de regarder. En effet, Saint-Marin est une république depuis. Je suis en train d'improviser puisqu'on a dit qu'on improvisait. Est une république depuis un certain temps. Eh bien, depuis. Selon les sources, en effet, on est entre 1296 et 1463. Une petite fourchette, quoi. Ça. 2 siècles. Qu'est-ce que c'est 2 siècles? À l'échelle des temps géologiques. Comme tu as trouvé rapidement, je te propose de partir sur un second fun fact. Bah, je te donne un numéro encore. En plus, non, pas du tout. Vas-y. Puisque nous sommes en période de Coupe du Monde, connais-tu N'Djong Han? N'Djong Han? Tout à fait. Non, là comme ça non, mais il faut que je trouve qui c'est. C'est ça l'objectif. Parce que si je te dis juste non, tu vas me dire. C'est un joueur. C'est un joueur de foot qui a participé à une Coupe du Monde. Tout à fait. À la Coupe du Monde 2002. Tout à fait. À la Coupe du Monde 2002 avec la Corée du Sud. Tout à fait. C'est un joueur de foot qui... c'est Han, tu dis son nom? Ouais. C'est pas le buteur contre l'Italie? Et tout à fait. Ouais. Qu'est-ce qui se passe ensuite alors? Et ben c'est le buteur contre l'Italie, mais il rate un truc contre la Turquie, non contre le Brésil. Bon, buteur contre l'Italie. Ouais. Et oui, non, mais il joue en Italie et en fait, du coup, il est absolument détesté quand il revient dans le championnat italien. Alors, il jouait où? Il jouait dans une équipe du Pérouse, top. En effet. Pérouse. Et son président va dire: je n'ai pas l'intention de payer le salaire de quelqu'un qui a ruiné le foot italien. D'un traître, quoi. Enfin, voilà. Oui. Bah, c'est un peu notre Eder à nous, quoi. Enfin. Ouais. Et il reviendra jouer en France au FC Metz. Ah. Très bien. Je me souvenais pas de cette histoire. Mais oui, du coup, Han. Est-ce que tu penses qu'il y a un joueur qui va être expulsé de son club après avoir éliminé l'Italie cet été? Je ne sais pas. On leur souhaite, en tout cas, qu'ils participent à la Coupe du Monde. C'est par un hasard extraordinaire qu'en fait, ils remplacent l'Iran au dernier moment. Oui, bien sûr. C'est pas prévu, du coup, puisqu'ils ont commencé à jouer. Ils ont commencé à jouer, bon. C'est ça. Tout à fait. Quoi de neuf, docteur? Sur RCF en Lorraine. Bon, trêve de fun fact, je crois qu'on me dit dans l'oreillette que tu as une chanson. J'ai une chanson, tout à fait. Bah, je me suis dit, c'est la fin. On va improviser, hein. Enfin, c'est l'objectif. C'est la fin de Quoi de neuf, docteur, sans spoiler outre mesure. Enfin, parce que c'est quand même le principe, c'est la soutenance. On l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Voilà, donc maintenant les gens le savent. Le dernier savent à quoi podcast s'attendre. d'histoire qui ne parle pas d'histoire. Ben voilà, c'est le dernier. Et du coup, je me suis dit, faut un peu faire le bilan de ces années. On fait le bilan calmement, comme dirait l'autre, quoi. Mais le temps passe comme les voitures. Mais je vais pas faire toute la chanson. Non, je suis parti sur une chanson que je maîtrise un peu plus, une voix que je maîtrise un peu plus plutôt que Neg Marron. Donc, c'est parti. On va écouter ça tout de suite. Et je prépare évidemment ma voix de Renaud.
De Raphaël Glucksmann. De Raphaël Glucksmann. À m'asseoir au studio, bien 2 heures avec toi, et écouter les invités tant qu'il y en a. Et parler de l'histoire, de la recherche et de tout ça, en expliquant le comment, le pourquoi. Puis trouver des musiques, des morceaux, les chanter aussi bien que si c'était faux. Ta-ta-ta. Inventer des idées de jeux pas trop durs, qui fassent rire aux entournures. Se raconter un peu comment c'était le labo, le travail en thèse. Comme c'est important de bosser en duo avec son encadrant. C'est un job de titan, la thèse tintintant. À m'asseoir au micro, bien 2 heures avec toi, et parler des nazis, pas tant que ça. Te raconter Jeanne d'Arc et son rapport à Dieu, à son monarque, c'est merveilleux. Se souvenir de la fac, des infos avalées, des putains de flashbacks sans chialer. Et surtout se nourrir de nos congénères, leurs pensées, leur parcours, leur lumière. Et parler de tout, des syndicats du Liban et des trucs populaires. C'est un rendez-vous qu'on a aimé bien faire, mais plus pour longtemps. Le tout en discutant. Tant. Là, il y a une petite pause. Il y a plusieurs pages de parole en plus. Oui, bien sûr. Je l'ai imprimé sur 2 pages. Mais c'est improvisé. On a dit que c'était improvisé. Attention, on est reparti. À m'asseoir sur un banc, bien 3 heures avec toi, regarder l'émission qui s'en va. Qu'on l'enregistre à Caen, à Paris ou à Nancy, à Épinal avec des gens, pas de soucis. Que c'est un assemblage, parfois un peu hasardeux, mais on a l'avantage d'être 2, c'est dans la parole d'origine. Et entendre nos rires s'envoler aussi haut que permettent les fréquences radio. Se regarder enfin, se voir un peu démunis, et bah tant pis. Quoi de neuf, docteur, l'aventure est finie. Oui, c'est émouvant, mais on est content. Mais on est content. Tant. Eh ben, bravo. Alors, il n'y a pas d'applaudissements. Pas d'applaudissements. Mais on imagine que chez vous, vous applaudissez et vous allez continuer à applaudir parce que je vous propose un dernier jeu. Vas-y. Range pas ta feuille, tu vas en avoir besoin pour ce jeu. Oui. Ce n'est pas radiophonique, mais c'est pas grave. D'accord. C'était un jeu que je t'avais proposé pour la première émission, sur lequel tu as dit on va continuer à réfléchir. Oui, voilà. Comme c'est l'été, vous jouez peut-être chez vous, dans Paris Match, dans la presse, à des questionnaires où vous devez avoir le plus de carrés, de ronds, de triangles en fonction de des réponses. Et à la fin, ça vous donne la personnalité. Est-ce que vous êtes plutôt un maniaque toxique du ménage? Est-ce que vous êtes plutôt Suzanne dans Desperate Housewives, etc., etc. Très bien. Et bien nous, comme on n'a pas arrêté de débunker, c'était un jeu sur les fausses citations. L'histoire est peuplée de fausses citations et donc je propose un questionnaire. Tu peux jouer aussi, Antoine, pour savoir quelle fausse citation tu es. Je vais vous poser des questions. À chaque fois, c'est un QCM. En fonction de la réponse, vous allez dire, vous allez cocher première réponse. Est-ce que c'est un carré, un triangle? Vas-y, je garde ma feuille et puis j'ai un petit stylo. La première question. Oui. Lorsque je suis confronté à un problème, qu'est-ce que je fais? Carré, triangle, c'est la même réponse pour les deux. J'élimine le problème. Rond, il n'y a pas de problème. Losange, je n'entends pas le problème. Ok. Oh, je dois dire ce que je choisis ou... mets-le sur ta feuille. Je le note, d'accord. Voilà. Okay. Mettez-le aussi chez vous. Très bien. Deuxième question. Quels sont les traits de personnalité les plus importants pour toi? Losange, la spiritualité. Ok. Carré, la diplomatie par la violence. Triangle, force de persuasion. Rond, garder la tête sur les épaules. Allez, ok. C'est bon. Chez vous aussi, c'est bon. Mais on est studieux, vraiment, on a nos petites feuilles. Troisième question. Quelle est ton approche pour résoudre un conflit? Qui n'est pas la même chose que la première, qui bien sûr, ça résoudre un problème. Rond, distribution de pain au chocolat pour tous. Pain au chocolat. De pain au chocolat. Jean-François Copé. Et pour toutes les autres figures, faire la guerre. D'accord. Donc pour triangle, carré ou losange, faire la guerre. Ouais, d'accord. On va
Enfin, je sais pas, on va plutôt éviter de faire la guerre, c'est pas cool. Je sais pas, voir après, selon votre personnalité. Avant-dernière question. Quelle est ta plus grande faiblesse? Carré, Trotsky. Tu le ski. De quoi? Trotsky, tu le ski. Bien entendu. Donc Carré, Trotsky, rond, Joseph Ignace Guillotin, losange, les Anglais, carré, une péritonite. Ok. Tu peux redire les figures? Donc Carré, Trotsky, rond, Joseph Ignace Guillotin, losange, les Anglais, carré, une péritonite. Une péritonite. Qu'est-ce que c'est une péritonite? Qu'est-ce que c'est une péritonite? Eh bien, vous le verrez plus tard. Dans le prochain épisode de Quoi Neuf Docteur médical. C'est ça. Et enfin, dernière question, si vous étiez un film de Bruce Willis. Oui. Vous seriez Losange, le 6e science. Oui. Rond, incassable. Triangle, piège en eau trouble. Ok. Carré, Die Hard. Ouais. Donc je répète, si vous étiez un film de Bruce Willis, vous seriez Losange, le 6e sens, rond, incassable, triangle, piège en eau trouble, carré, Die Hard. Allez, on va dire ça comme ça. Alors, et là, je vous laisse compter. Et quelle est la forme que vous avez le plus? Moi, on se retrouve avec 3 losanges. Et à ton avis? Je ne sais pas ce que c'est. Eh bien, c'est une citation qui est fausse, hein, bien entendu, qui serait prononcée par Jeanne d'Arc. Évidemment. Qui aurait été « Allumer le feu ». Ok, ça marche. Elle n'a jamais dit ça. Très bien. Voilà. Très. Est-ce que tu as eu le temps de le faire aussi, Antoine? Non, je me suis arrêté à la deuxième. Moi, j'ai pas suivi la. Et du coup, t'avais suite. quoi Moi, j'avais un carré et un losange. Alors, carré, pour vous qui êtes chez vous. La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million d'hommes est une statistique. Staline. C'était Staline, cette citation n'a jamais été dite. Oui, tout à fait. C'est pas Maria Carré ou John Le Carré. Allez, on continue. Et c'était quoi l'autre forme? Il y a le losange et puis il manque le... Le losange, c'était du coup Jeanne d'Arc. Le rond, c'était Marie-Antoinette, bien entendu. S'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent de la brioche. Guillotin, oui. Et triangle, la fin justifie les moyens de Machiavel. Machiavel, oui. Il n'a jamais dit ça. Ok. Dans l'idée, ça ressemble, mais effectivement... On dirait des vraies citations, mais c'est tout à fait faux. Est-ce que du coup, ce jeu n'était pas une bonne idée? En fait, tu vois, il faut vraiment avoir le truc pour noter. Il faut que les gens fassent ça chez eux. Mais non, c'était on va continuer à réfléchir. Quoi de neuf, docteur, présenté par Pierre Sertoff. Tout de suite, un dernier fun fact. Vas-y. T'es prêt? Comment communiquent les harengs? Tu peux jouer aussi, Antoine, si tu veux poser des questions. C'est pas un truc avec tes vibrations... Comment communiquent les harengs? C'est pas un jeu de mots. C'est pas genre... c'est pas avec... Haranguiri, non, je sais pas. Je suis là-dessus, donc... C'est pas un peu scatologique, non? Il y a pas un truc... Je ne sais pas. Est-ce que c'est pas le thème de l'émission, un peu? Si, tout à fait. Donc... C'est pas en faisant des flatulences ou un truc comme ça? Quoi par flatulence? Parce que je cherche une flatulence très précise. Ah, c'est des vibrations, des P qui font que t'arrives à te... Tout à fait. D'accord. Donc c'est de la localisation, enfin c'est quoi, de l'écolocation? Je vais vous lire un article de Ici. Très sérieux. Dont le titre est « Le hareng est un pétomane ». On sait que beaucoup de poissons poussent des cris, comment avec leur vessie. Mais ce qui fait l'originalité du hareng, c'est qu'il vient chercher de l'air à la surface. Concrètement, il l'avale par la bouche, puis il l'éjecte par la région anale. Autrement dit, le hareng communique en pétant. Mais pourquoi, au-delà de l'envie de nous faire rire, nous humains, le hareng fait-il des bulles dans son bain? Eh bien, on pense que ces P constants, agissent comme des cris de contact qui permettent à chaque hareng de repérer le groupe, surtout dans l'obscurité, et ne pas se perdre. J'ai vu une vidéo d'un youtubeur qui s'appelle Ego sur justement le langage des aliens, tu vois. Est-ce qu'on pourrait comprendre le langage des aliens? Et t'as un truc justement sur les vibrations du son. Il y a des gens dans les années 60 qui ont planté des satellites vers l'espace pour essayer de comprendre. Et en fait, il y a des gens qui ont fait pareil dans les océans aussi pour dire en fait comment ils communiquent les poissons, tout ça. Et du coup, c'est le principe de la vidéo, c'est justement de démontrer un peu ça, comment les espèces communiquent entre elles. C'est très intéressant. Eh bien, merci. Enfin, je vais pas rebondir sur les harengs qui pètent. Non, je sais pas. Après, j'ai peut-être des questions. Est-ce que une question en lien? Est-ce que tu pètes? Pour toi, faire de l'histoire, c'est pas faire des gros P finalement?
En fait, l'histoire, on peut l'entendre comme une grande flatulence, et puis des fois il y a des relents comme ça. Enfin, est-ce que l'histoire se répète d'abord comme une tragédie? Justement, c'était ma question suivante. C'était depuis qu'on a commencé à enregistrer, c'était passé des événements fous. Oui. La mort d'Alain Delon, la mort de Bernadette Chirac. Elle est morte. On a connu 3 gouvernements différents. Depuis l'enregistrement aux Imaginales. Enfin, voilà, non, depuis. Et du coup, ma question était, selon toi, d'ici le 16 juin 2027, qu'est-ce qui va se passer de fou? Eh ben, pour moi, il va y avoir une grosse surprise dans la campagne présidentielle, c'est-à-dire qu'il y a Cyril Hanouna avait été élu. Il y a un candidat qu'on pense être évident qui ne va pas pouvoir se présenter pour diverses raisons. Pour des raisons de maladie, des raisons. Il va peut-être se passer une dinguerie, quoi, comme disent les jeunes. Je pense, niveau politique, on a les candidats, on imagine un peu le tableau. En fait, il va y avoir les cartes vont être rebattues. Est-ce que tu penses que le budget va être adopté en 49.3? Le budget sera adopté par un 49.3, mais qui ne fera pas polémique puisque c'est une année d'élection, donc c'est entre guillemets un budget. On reconduit celui de 2026, qui déjà reconduisait celui de 2025. On fera au mieux. Il va y avoir une célébrité qui va mourir. Eh bien, figure-toi que c'est lors de la Coupe du Monde 2026, il va se passer un événement de fou en demi-finale, mais je ne peux pas en spoiler plus, quoi. C'est-à-dire? Mais quelqu'un va mourir sur le terrain et c'est... Non, pas du tout. Horrible. Mais ça sera entre l'Italie et qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors pour cette année? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour une année de fraternité? Une année de fraternité, une année de paix. De spiritualité. Parce que oui, là, on a un cessez-le-feu. De paix comme le hareng. Il y a un cessez-le-feu qui est annoncé entre l'Iran et les États-Unis. Peut-être qu'en fait, on est dans une année de paix qu'on ne soupçonne pas. Que le conflit israélo-palestinien va être réglé. Mais tu peux nous rappeler ce que c'est le conflit israélo-palestinien? Oui, il nous reste très peu de temps. Voilà. Quoi de neuf, docteur? L'émission d'histoire qui ne parle pas d'histoire. À chaque fin d'émission, on prenait un temps pour faire la recommandation culturelle. L'idée, c'est que je t'en pose 3. Si tu avais 2 ou 3 recommandations culturelles à faire pour nos auditeurs, auditrices, ça serait lesquelles? Alors, là, comme recommandation, là, tout de suite à laquelle je pense, c'est, j'avais déjà suggéré, mais c'est la chaîne YouTube de Rivenzi, le cercle de l'histoire, qui a fait le tour de l'histoire, c'est-à-dire qu'il allait enregistrer dans 5 amphithéâtres, c'était début juin, là, tout un cycle sur les révolutions, donc, partir de la révolution russe, révolution américaine, révolution haïtienne, révolution française et révolution allemande, et poser cette question de ce que c'est une révolution. Donc, en fait, c'est avec une invitée à chaque fois, et d'expliquer ce que c'est une révolution, et c'est très intéressant. Il y a plein de petits jeux, et du coup ça me donne un peu envie de faire ce format-là on fait une conférence un peu sérieuse, il y a des questions de l'Assemblée, etc. Et puis de temps en temps il y a vraiment des jeux à la con, justement un peu des fausses citations, est-ce que c'est un révolutionnaire ou un rappeur qui a fait cette citation, enfin tu vois, genre, voilà. Donc c'est ma première recommandation. La tienne, c'est quoi la première? Alors la mienne, c'est de la philosophie, c'est Marianne Chaland qui a écrit plusieurs livres de philosophie, j'en ai déjà parlé ici, sur le bonheur, sur l'amour, sur écrire sa propre histoire, écrire sa vie, et je conseille de lire tout Marianne Chaland pour aller mieux dans sa vie. Et tant que j'y suis, je propose déjà la 2e, puisqu'à la base c'était un podcast sur le doctorat. Je conseille le livre de Geneviève Belleville, Si toi écris ta thèse, trucs pratiques et motivationnel pour la rédaction scientifique, à lire pour tous les camarades doctorants. Oui. C'est quoi ta 2e et 3e? Alors, 2e, je réfléchis en fait en parlant, et puis je fais un coucou à Justine qui a lu du coup les livres de Victor Dixon. Donc c'était quelqu'un qui était une table ronde avec moi aux Imaginales, et donc c'est un ensemble de livres sur c'est la Cour des Ténèbres, je crois, le premier ouvrage. Il y en a 3. Le principe, c'est que Louis XIV en 1715 découvre le secret de l'immortalité, devient vampire, et en fait du coup Louis XIV est beaucoup trop fort parce que c'est Louis XIV, et du coup il fait une société d'Ancien Régime qui est super forte, et tous les souverains européens vont à la cour de Louis XIV pour découvrir le secret de l'immortalité, devenir des vampires, et en fait toute la société, toute l'Europe va être organisée autour de ces vampires. Donc c'est une uchronie fantastique un petit peu. C'est pas la vraie histoire. C'est pas la vraie histoire, malheureusement. Pour Louis XIV, il est mort dans la vraie vie, d'après les sources des historiens, d'après ce que. Et donc voilà, c'est Victor Dixon.
Et je crois que c'est La Cour des Ténèbres, mais je cherche en même temps. Est-ce que tu as une idée pour ton troisième? Je n'ai pas du tout d'idée pour la troisième. Eh bien, moi, je vous propose, vu que vous êtes auditeur de podcast ou alors auditeur de RCF et que vous ne connaissez pas encore les podcasts, de découvrir Philippe Collin, qui a fait de nombreux podcasts, notamment sur Léon Blum, sur Stingmaringen, sur Céline, et plus particulièrement, parce que ça va être sûrement le thème de l'année 2026-2027, sur Jean-Marie Le Pen, pour rappeler qui est Jean-Marie Le Pen, est-ce que le Front National et le Rassemblement National. Je te laisse dire un troisième si tu l'as. La série s'appelle Vampiria, et donc en fait on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Jeanne. Aucun lien, aucun lien avec Jeanne d'Arc, quoi. Mais si on termine sur du Jeanne d'Arc, qu'est-ce que je peux raconter sur Jeanne d'Arc? La maison Jeanne d'Arc. Oui, vous rendre à la maison natale de Jeanne d'Arc, à Don Rémy-la-Pucelle. C'est un lieu qui est chouette parce surtout le 1er mai, je crois. Surtout le 1er mai, mais n'hésitez pas à vous rendre aussi au cœur de l'été. Il y a des visites commentées, assurées par les agents du site et qui font ça très bien. Je dis pas ça parce que je le fais, mais c'est parce que vraiment c'est très chouette, parce qu'en fait c'est un monument qui est assez étrange, la maison de Jeanne d'Arc. Ça ressemble pas à l'image qu'on se fait d'une maison d'une petite paysanne du 15e siècle. C'est un monument qui est construit comme tel, qui est conçu comme tel, mais qui a quand même cette histoire de ça a jamais été détruit puis reconstruit, quoi. Et du coup, il y a toute une exposition aussi par la suite qui explique ce que c'est Jeanne d'Arc et puis pourquoi c'est une figure qui a autant marqué l'histoire, qui a autant marqué les mémoires, et que encore aujourd'hui il y a des gens qui sont touchés, qui sont vraiment sincèrement émus par l'histoire de Jeanne d'Arc. Moi, d'un point de vue un peu extérieur, je me dis bon, oui, c'est une histoire qui s'est passée il y a 600 ans, mais en fait ça parle encore beaucoup aux gens. Il y a une vraie demande, une vraie curiosité. Donc voilà, la maison natale de Jeanne d'Arc, c'est très chouette. Eh bien, merci pour ces recommandations. Et voilà, c'est terminé. Avant de vous débrancher, je voulais dire un grand merci à RCF qui nous a laissé une liberté totale pour ces 31 épisodes, qui a réalisé le montage, et donc merci à Nicolas Dufour. Un grand merci à Antoine Honora aussi pour le montage, la présence en studio, lui qui a souvent rigolé à mes blagues en direct, ce qui permettait de savoir si elles étaient bonnes ou non. Grand merci aussi à Pierre d'avoir cru en ce projet, d'avoir créé autant de jeux et de questions. Grand merci à Xavier d'avoir rejoint l'aventure dans l'ombre. Grand merci à la famille, aux amis, aux collègues qui se sont tapés tous les mois des émissions pour que mes stats ne soient pas trop mauvaises. Merci à vous tous et on l'espère à bientôt. Tchou.